bonsoir à tous selon le pays et l'heure à laquelle vous nous écoutez. Ça y est, on y est chers amis, la Coupe du Monde 2018 est ouverte et nous vous souhaitons la bienvenue dans l'autre Coupe du Monde, l'émission quotidienne qui vous fera vivre la compétition au travers du prisme si particulier de la rédaction de Lucarne Opposée. Débrief, des débriefs, une rubrique culture et histoire, des envoyés spéciaux dans 5 pays différents, dont notre cher Jérôme Le Signe, qui a mis sa plus belle chapia pour suivre la Céleste de par Volga et Mont Oural. C'est un chouette programme, non ? Au sommaire de ce premier numéro, nous irons voir si Jérôme s'est bien acclimaté, Nicolas Kogo nous plongera au cœur du mythe de la Garacharoua, puis nous nous pencherons sur l'entrée en compétition du Maroc, de l'Iran, et comme si les appels du pied n'avaient pas été suffisamment clairs, de l'Uruguay bien sûr. Rallions tout de suite Yekaterinbourg pour le premier épisode des aventures de Jérôme au pays des soviets. Et notre ami Jérôme n'a pas chômé puisqu'il a déjà rencontré un supporter égyptien. Alors qu'est-ce que ça fait d'être de retour après tant d'années à se battre pour revenir à la Coupe du Monde ? Yes, after 28 years. Ah oui, en effet, 28 ans. On peut voir que Salah est vraiment important pour votre équipe. Vous avez un poster là qui dit « Salah, we can do it ». Oui, c'est ce que dit mon poster. Avec lui, on peut le faire. Je pense qu'on peut le faire. Yes, we can. On peut vraiment faire quelque chose de bien. Ah, donc c'est vraiment la star de l'équipe, non ? Est-ce qu'elle peut arriver à jouer sans lui ? Non, c'est confirmé, il va jouer demain. Et enfin, est-ce que vous êtes confiant ? Est-ce que l'Égypte peut gagner et se qualifier ? Oui, je suis sûr qu'on peut le faire, je suis sûr qu'on peut se qualifier, Inch'Allah. Mais comme on s'en doute, il a également déjà copiné avec la Inchada uruguayenne. C'est un long voyage, dis donc, de Montevideo à Yekaterinbourg. Bah oui, en effet, faut passer par l'Espagne, par d'autres endroits, enfin ça fait 25 heures à peu près. Et alors demain, du coup, le match contre l'Égypte, tu es prêt ? Oui, tout est prêt, on espère que la Céleste fera un bon match et qu'on ramènera les 3 points. Et quels sont les objectifs de la sélection pour toi ? Gagner le premier match déjà, je pense que c'est très important, et après évidemment terminer dans les 4 premiers, ce serait déjà un très bon mondial ça. Inchada uruguayenne pour qui visiblement la Coupe du Monde avait déjà commencé dans l'avion et dans l'aéroport, on écoute ça. Et bonjour Jérôme, comment vas-tu ? Bien, et toi ? Eh bien écoute, ça va très bien. Alors tu es en Russie, tu es notre envoyé spécial pour ce mondial 2018 où tu vas suivre ta céleste chérie, ton équipe uruguayenne, ta sélection uruguayenne favorite et chérie et adorée. Alors dis-nous Jérôme, comment est l'accueil russe ? Très bien jusqu'à présent. Alors, un petit peu spécial parce que pour le coup, les Russes sont pas extrêmement forts en langue étrangère. On parle souvent des Français sur ce point-là, mais les Russes sont pas beaucoup, sont même pires, tout simplement. Mais à côté de ça, ils sont très sympathiques et on se débrouille toujours. Donc, c'est l'avantage de la Coupe du Monde, c'est que ça crée une ambiance avec les supporters étrangers, que ce soit uruguayens ou égyptiens là pour le match pour le match de demain. Et donc voilà, un accueil chaleureux. Là, on est en plein, donc on est la ville la plus à l'est de la Russie pour le coup, il y a Yekaterinbourg qui est au milieu de l'Oural, donc il y a 2 heures de plus de décalage horaire par rapport à Moscou. Un froid de canard parce qu'on est arrivé ce matin, il faisait une dizaine de degrés. Pour un été, c'est un petit peu léger, mais tout se passe bien. Côté de ça, formidable accueil. Très bien. Est-ce qu'on ressent déjà une certaine effervescence ? Est-ce que tu as rencontré beaucoup de supporters ? Ah oui, déjà à chaque coin de rue, il y a beaucoup d'Uruguayens, beaucoup d'Égyptiens présents un petit peu partout, à chanter, à prendre beaucoup de photos avec des Russes, notamment sur place, ou entre eux, avec des posters, des drapeaux. Donc il y a vraiment une ambiance spécifique, comme on a pu le voir pour l'Euro en France, ça se rapproche, qui fait que la ville est vraiment en effervescence. Il n'y a pas de tension, il n'y a rien qui se profile par rapport à ce dont on a peur, parfois avec certains comportements un peu virulents de la part de certains Russes, je précise bien de certains Russes, ne faisons pas de généralité. Alors ça, on en rediscutera peut-être lors du 3e match, qui est un Uruguay-Russie, qui pourrait être un petit peu plus décisif pour les 2 équipes. Mais alors là, ici, dans notre cas d'espèce,
entre les Uruguayens et les Égyptiens, non, il n'y aura jamais aucun problème, je pense. Et les Russes s'en mêlent pas, entre guillemets, ou s'en mêlent de façon bon enfant. Donc bon, ça, comme je te dis, on en rediscutera peut-être plus d'ici quelques semaines, voire quelques jours pour le dernier match de l'équipe de poule. Très bien, alors on l'a vu, plutôt entendu, tu as rencontré un supporter égyptien, tu as rencontré évidemment un supporter uruguayen, j'imagine que tu as passé beaucoup de temps avec les supporters uruguayens. Quel est l'état d'esprit du côté uruguayen et du côté égyptien? Les Égyptiens étaient très très contents aujourd'hui puisqu'il a été annoncé par le sélectionneur que Mohamed Salah était apte à jouer. Donc les Égyptiens étaient ravis parce qu'ils sont tous pour le coup très orientés Mohamed Salah avec beaucoup de maillots du 10 joueurs, des posters, des drapeaux, etc. Donc les Égyptiens étaient aux anges. Les Uruguayens un petit peu plus dans l'expectative, confiants parce que malgré tout le groupe apparaît plutôt simple. Mais dans l'expectative de commencer surtout, de bien faire ce premier match, de bien faire ce qu'il y a à faire et de rapporter les 3 points. Et pour terminer, tu nous as enregistré un chant à l'aéroport. Il s'agit de Cielo de uno color, Cielo de un solo color, disculpe. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il y a comme mythologie derrière ce chant? Oh, rien, c'est juste une chanson qui était sortie peu à peu avant le mondial en Afrique du Sud, qui a été beaucoup diffusée à cette époque-là, et d'un groupe qui est très connu en Uruguay, mais aussi en Argentine, Noteva Gusta. Et justement, le principe de ce chant, là, qui est sur justement la Céleste, l'équipe nationale, là, le passage que vous avez entendu, c'est faites-moi cadeau du soleil. C'est vraiment donc pour la Célesté, voilà, d'aller chercher la victoire tout simplement. Et c'est une très belle chanson qui était reprise là dans l'avion par exemple et dans l'aéroport. C'est la chanson qu'on attendait, qui est reprise par tous les Uruguayens sur place parce que tout le monde la connaît, c'est l'avantage. Et voilà, c'est un magnifique chant, parce qu'en plus il y a des petits airs de Murga derrière, des airs un petit peu plus traditionnels. Et voilà, c'est très joli, et j'incite tout le monde on partagera le lien sur Twitter, j'incite tout le monde à aller l'écouter, c'est une très belle chanson. Très bien, écoute Jérôme, on se retrouve un petit peu plus après pour briefer ce match justement de l'Uruguay d'un point de vue un petit peu plus sportif. À tout de suite. Sacrés Uruguayens, gageons que leur fameuse Gara Charrua les aide à réaliser un merveilleux parcours. Tiens, d'ailleurs, mais d'où ça vient cette histoire de Gara Charrua? Eh bien, c'est ce que va nous raconter Nicolas Cougo, notre petit père des peuples à nous, pour sa première histoire du jour. Ce vendredi, l'Uruguay débute sa Coupe du Monde et avec l'entrée en piste de la Céleste, on devrait également assister au grand retour du terme Gara Charrua qui lui est tant accolé, parfois, souvent, avec les clichés qui lui sont liés et voulant que l'Uruguay donc ne lâche rien, donnerait sa vie pour une victoire, quitte à agir de manière sale ou de ne pas avoir d'éthique. Enfin bref, la Gara Charrua c'est l'Uruguay agressif où tout est bon pour gagner et tout réussit puisqu'il retourne toutes les situations compromises. Il faut dire qu'il y a quelques moments d'histoire qui alimentent ces clichés qui de toute façon n'existeraient pas sinon. La victoire du Maracana de 1950 est l'illustration de cet Uruguay qui ne lâche rien malgré l'adversité. Les Britanniques vont ensuite ajouter à cette Gara Charrua une connotation négative, notamment à partir de la Coupe du Monde de 1986 et du fameux match face à l'Écosse. Alors l'Uruguay va également ensuite s'amuser à l'illustrer de nouveau. On se souviendra tous des fameux marquages particuliers de Diego Pérez et autres Arévalo Rios, ou évidemment des actes de Luis Suarez en 2010 ou en 2014. Bref, tout ça pour dire qu'au jour d'aujourd'hui, la Gara Charrua c'est uniquement associé à une notion d'agressivité particulière, qui serait très particulière et très spécifique aux Uruguayens. Mais finalement, une question demeure, d'où vient ce terme et surtout a-t-il un sens ? La première apparition du terme Gara pour l'Uruguay remonte à 1935 et une finale de Copa América que l'on appelait alors le Campeonato Sudamericano qui a été disputé face au voisin et non moins rival argentin. Alors vous le savez peut-être, si vous êtes des habitués de Hello, l'Uruguay et l'Argentine sont les grandes nations du début du XXe siècle et vont faire triompher
ce que l'on appelle le football rioplatense, qui est en gros une sorte de football total, qui va surtout marcher sur les compétitions internationales. Je rappelle que l'Uruguay gagne les Jeux Olympiques de 1924, de 1928 et remporte la première finale de Coupe du Monde en 1930, face à qui, devinez, face à l'Argentine. Et donc ces deux équipes se retrouvent en 1935, et en 1935, l'Uruguay n'est plus dans l'état dans lequel il était encore en Coupe du Monde 1930. Il ne présente alors dans ce Campeonato Sudamericano que 3 champions du monde et ne convainc absolument pas pour atteindre la finale face à une Argentine qui, elle, a cartonné le Chili et le Pérou en leur en passant 4 à chaque fois. Sauf que, en finale, victoire 3-0 de la Céleste, la faire plier en 35 minutes, claire, nette et sans bavure. La presse évoque alors cette notion de gara qui permet à l'Uruguay de retourner toutes les situations, de gagner dès lors qu'il le faut, quand le moment est décisif. Alors reste à trouver d'où vient le mot charrúa. Alors les charrúas, vous le savez peut-être, c'était les Indiens qui peuplaient l'Uruguay avant la colonisation et l'indépendance du pays, avant la fondation de l'Uruguay tel qu'il va devenir. Et ce peuple a été totalement massacré en 1831, notamment sur ordre du premier président de la République orientale d'Uruguay. Tellement massacré au point qu'il ne restera que quelques survivants qui vont être envoyés à Paris pour être étudiés au musée zoologique. Oui, bien, c'est une autre époque. Et tout ça pour dire que leur héritage n'existe pas. L'extermination de ce peuple charrúa va jusqu'au texte. En 1925, dans le livre du centenaire de l'Uruguay, on trouve alors la définition de ce qu'est un Uruguayen. C'est un homme de race blanche entièrement d'origine européenne. Les races indigènes qui habitaient cette région lors de sa découverte et de sa conquête n'existent plus. Le texte va plus loin, rajoutant que l'Uruguay est le seul pays qui ne compte aucune tribu indienne, ni à l'état sauvage, ni à l'état domestique. Aucun charrúa, donc. Et dans la littérature, jusqu'aux années 60, on ne parle pas de gara charrúa, mais on commence à parler de gara céleste. Céleste, lié au surnom de la sélection, bien évidemment. Le terme charrúa va venir au fil du temps, sur les décades suivantes, être fortement associé au football, alimenté notamment dans les années 90, et prendre de l'ampleur au début des années 2000, avec le rapatriement des restes de Vaimaca Perú, l'un de ces 4 charrúas qui avaient été envoyés à Paris, mais surtout, comme le démontre Gustavo San Román en 2005 dans le bulletin hispanique, il va être surtout, avant tout, une création des presses étrangères à l'Uruguay, qu'elles soient espagnoles, chiliennes ou mexicaines par exemple, et aussi fortement utilisé d'abord dans un premier temps par les Uruguayens exilés. La gara charrúa, c'est ainsi la réconciliation de l'Uruguay avec ses origines indigènes grâce à ce qui fait fortement partie de son identité, le football. Alors comme on l'a dit au début, la notion de gara charrúa est souvent associée à l'idée que l'Uruguay ne se rendra jamais, qu'il peut retourner n'importe quelle situation, et surtout qu'il va retourner les situations quand on n'attend plus rien de lui. La question est donc de savoir si cela est une réalité ou si c'est un mythe. En 2017, une étude très sérieuse menée par Pablo Sartor se base sur des faits purement statistiques. Elle est sans appel et elle vient mettre à mal cette croyance, car depuis 2005, l'Uruguay a remporté plus de rencontres amicales que de rencontres officielles, 13% de plus, mais surtout si l'Uruguay a remporté 54% des matchs couperés, donc à partir des huitièmes de finale, qu'il a disputé dans toute son histoire, que ce soit pour les clubs ou pour sa sélection, depuis 1989, le pays a connu 22 finales et n'en a gagné que 4. Donc vous voyez que l'Uruguay est capable de tout retourner quand la situation le demande, c'est pas forcément le cas. Alors donc, ne vous trompez pas, si pour la plupart des médias, et vous l'entendrez tout au long de la compétition, la gara charrúa se résume à un engagement souvent limite, voire au-delà, une agressivité démesurée, une sorte de tous les coups sont permis pour forcément gagner au final, c'est un mythe. Et surtout, pour nombre d'Uruguayens, la gara charrúa, l'esprit charrúa, c'est surtout de se battre avec bravoure et de s'engager complètement dans le combat, de tout donner, de ne pas hésiter à se sacrifier pour la cause nationale. Pour vous donner une dernière idée, la gara charrúa, c'est la main de Suarez qui sacrifie sa Coupe du Monde pour aider ses coéquipiers à se qualifier face au Ghana en 2010. Ce n'est certainement pas sa morsure sur Chiellini qui va priver l'Uruguay de son attaquant vedette en 2014 et surtout mettre la sélection en danger. Car dans l'esprit charrúa, l'individu s'inscrit dans un collectif, le groupe est au-dessus, comme l'avait fait Obdulio Varela en 1950 lors du Maracanazo, comme il est depuis transmis à toutes les générations. Résumer la gara charrúa à une agressivité démesurée, c'est donc se fourvoyer, mais c'est surtout insulter plus d'un siècle d'histoire en Uruguay. Bon allez, on met un peu la Céleste de côté, on y reviendra plus tard, ne vous inquiétez pas, et on rejoint de suite Monsieur Farouk Abdou qui va ouvrir la séquence veille de match avec le Maroc de ce chenapan d'Hervé Renard.
Bonjour Farouk, comment vas-tu ? Ça va très bien Simon, ça fait des mois qu'on attend ça, la Coupe du Monde va enfin commencer, les choses sérieuses sont sur le point de débuter, donc forcément très excité et très enthousiaste. Comme moi, tu as tout à fait raison. Alors c'est parti pour briefer ce premier match, ce match d'entrée de la sélection marocaine qui, selon toi, a fait une préparation plutôt parfaite. Parfaite dans des circonstances où on s'est pas mal posé de questions sur la valeur des adversaires, puisque pour rappel, le Maroc avait rencontré l'Ukraine, la Slovaquie et l'Estonie. Certes, par rapport au programme de préparation de certaines autres sélections, c'est un petit peu moins relevé, mais en définitive, le Maroc a pu profiter de ça pour peaufiner son jeu offensif. On a vu de très très belles phases de jeu contre l'Estonie et la Slovaquie sur les 2 derniers matchs. On sent une montée en confiance de Ziyech, de Belhanda. On a constaté, c'est une agréable surprise, que le tube de l'hiver, le joueur de la Renaissance de Berkane, Ayoub El Kaabi, a fait une excellente prestation et pourrait asticoter Boutaïb pour le poste d'attaquant de pointe un petit peu plus que ce qui était prévu. On a vu que l'alternative à Nabil Dirar, qui était incertain jusqu'à il y a quelques jours, mais qui semble prêt à tenir sa place. Son alternative, c'était Nordin Amrabat, qui a très bien tenu sa place et a bien animé son couloir. Sur le plan offensif, les voyants sont ouverts pour le Maroc, même si le fait d'avoir joué des matchs amicaux contre des équipes qui ne les ont pas très sollicités offensivement laisse planer un petit peu le doute sur comment va se comporter la défense, mais je pense que pour l'Iran, ils se sont préparés comme il le fallait. L'Iran, justement, tu le dis, c'est leur adversaire pour cette entrée en matière dans leur groupe qui est composé également de l'Espagne et du Portugal. Une victoire d'entrée contre l'Iran sera décisive pour le Maroc comme pour l'Iran. Comment la sélection d'Hervé Renard, comment Hervé Renard a préparé ce match contre l'Iran ? Eh bien, ce qu'il y a de bien, c'est que les 2 derniers matchs amicaux laissent à penser que le scénario selon lequel ces matchs se sont déroulés ressembleront pas mal à ce qu'on risque de voir pour la rencontre face à l'Iran. Pour rappel, on en avait déjà beaucoup discuté lors de podcasts précédents. La rencontre de la Tunisie face à l'Iran à Rades avait laissé planer la possibilité de voir une équipe assez resserrée qui est très pugnace, en particulier sa base arrière, qui est rapide sur ses sorties de balles parce qu'elle sait qu'il faut les exploiter à bon escient, mais qui est quand même beaucoup plus basée sur sa hargne défensive, qui avait eu un petit peu tendance à baisser le pied en fin de match quand les phases de pression se faisaient de plus en plus importantes et où les vagues revenaient. Je pense qu'on risque de voir le même scénario contre le Maroc, avec un Maroc qui va utiliser toute la largeur du terrain, beaucoup combiné avec Belhanda et Boussoufa Boussoufa qui semble être dans la forme de sa vie, qui a vraiment toute une palette technique devant la défense, qui oriente très bien le jeu. Belhanda qui est en train de bien revenir. Amin Harit qui semble être une alternative très intéressante. Hakim Ziyech qui est le leader technique. Toute la combinaison de ces éléments, vu comment on sent que la mayonnaise commence à prendre au vu des matchs amicaux, risque de mettre à mal techniquement l'Iran et insister, vraiment être très dans le harcèlement. Et je pense que ça se jouera surtout sur la manière avec laquelle l'Iran résiste aux vagues qui vont succéder. Très bien. Écoute, on entend de belles cornes de brume derrière toi. Tu n'es pas un de nos envoyés spéciaux, mais c'est tout comme. Un petit mot pour terminer sur comment la presse locale, la presse marocaine, voit cette entrée en matière dans ce mondial russe 2018. Est-ce qu'ils arrivent à se focaliser un petit peu sur le mondial, sachant qu'il y a de grosse actualité au Maroc concernant le football ? Alors, c'est peut-être paradoxal, mais en cette belle matinée du jeudi, le pourcentage d'articles ou d'opinions qui concernent le match face à l'Iran doit être inférieur à 10%. Tous les médias sont braqués sur le résultat du vote d'hier,
qui a donné l'organisation de la Coupe du Monde 2026 au trio USA, Mexique, Canada. Beaucoup de thèmes reviennent entre la vraie fausse trahison du représentant de la Guinée, qui était pour rappel ambassadeur de la candidature Maroc 2026 et qui a voté pour United 2026, qui ensuite a nié avoir voté pour le ticket américain. La coalition de l'Arabie Saoudite avec certains pays arabes qui du coup a fait du lobbying et fortement influencé certains pays pour voter contre le Maroc. Une certaine surprise par rapport à l'écart de voix finale, parce que je pense que beaucoup d'observateurs, beaucoup de fans assez optimistes s'attendaient quand même à ce que l'écart soit plus ténu entre le ticket USA, Mexique, Canada et le Maroc. Et tout ça fait que, hormis la bonne nouvelle de l'état de santé de Dirar, qui a récemment montré de bons signes de récupération et qui devrait être apte pour le match contre l'Iran, eh ben, il y a très peu d'informations qui concernent le match de vendredi, paradoxalement. Et ça peut se comprendre d'un certain point de vue, tout de même. Eh bien, écoute, merci beaucoup Farouk, et on se retrouve bientôt pour une analyse, un brief ou un débrief d'une de tes équipes, Tunisie, Maroc et Égypte. Merci beaucoup Simon. Et l'Iran, justement. Eh bien, si le parcours de qualification de la Team Melli fut d'une tranquillité lunaire, rappelons que l'Iran fut la première équipe à valider son ticket pour la Russie. On ne peut pas dire que sa préparation aura été du même acabit. Après une défaite peu rassurante contre la Turquie le 28 mai, 2-1, la géopolitique s'est mêlée de la préparation du groupe de Carlos Queiroz. Par peur de représailles américaines, la Grèce puis le Kosovo ont en effet tous deux décliné les propositions de rencontres amicales. L'Iran se contentera finalement d'une petite Lituanie dégotée au dernier moment, vaincue vendredi dernier d'un petit but de Sardar Azmoun. Ces amicaux avortés ne sont pas les seules conséquences des tweets ravageurs de l'oncle Donald, puisque Nike a également refusé d'équiper en chaussures les nombreux joueurs de la team Melli, concernés par un partenariat avec la célèbre virgule. Quoi qu'il en soit, l'entrée dans la compétition des Perses est attendue avec enthousiasme et optimisme. On atteste l'analyse de Pejman Rabar, rédacteur en chef de Varsej 3, principal site sportif iranien. Interrogé par le site persianfootball.com, M. Rabar se veut positif quant à un éventuel exploit des siens, mais reste lucide en rappelant que la chance sera un facteur très important et qu'une défaite dès le premier match condamnerait l'Iran à une élimination express. Même son de cloche de Carlos Queiroz, du côté de Carlos Queiroz, qui a déclaré au Tehran Times que son groupe était plein d'enthousiasme et d'énergie avant ce premier match, que l'objectif sera d'abord de bien défendre avant d'attaquer courageusement, selon ses propres termes. Le technicien portugais a également rappelé que les actions étaient plus parlantes que les mots et qu'il souhaitait agir. Du côté du 11, seuls deux doutes subsistent. D'abord celui de savoir qui formera la charnière centrale avec le joueur du club qatari d'Al-Sadd pour Ali Ganji, place qui semblerait revenir à Rouzbeh Chesmi, jeune défenseur du Esteghlal Téhéran, plutôt que contesté par la presse perse. La seconde incertitude concerne l'état de forme de Mehdi Taremi, qui forme normalement l'atout majeur de la team Melli, qui est le trio offensif qu'il complète, avec Alireza Jean-Baksh et Sardar Azmoun. Légèrement touché contre la Lituanie, il se pourrait que le joueur d'Al-Kharafa au Qatar cède sa place sur l'aile gauche au joueur de l'Olympiakos, Karim Anzarifar. De l'optimisme, du courage, de la chance, espérons pour eux que ce cocktail soit suffisant pour terrasser les lions de l'Atlas. Allez, on repart maintenant pour Yekaterinbourg où Jérôme nous attend pour faire le point sur les Uruguayens, de manière sportive cette fois, à l'heure de débuter leur mondial. Jérôme, comment va ce groupe uruguayen ? Eh ben très bien, prêt, pas un seul blessé, le seul qui était absent par exemple pour le dernier match amical qui était Varela, qui était plus mis de côté pour être protégé, devrait bien être titulaire en remplacement de Maxi Pereira demain. Et sinon c'est vraiment l'équipe type qu'on annonce sur le carnet opposé depuis quelques mois déjà, depuis la China Cup par exemple, qu'on devrait retrouver sur le terrain. Donc vraiment le groupe va formidablement bien, pas de blessés, pas de bobos, et voilà. Tu peux nous rappeler, il n'y a pas eu de match amicaux de la part de l'Uruguay ? Alors il y en a eu un seul, si, à Montevideo, contre l'Ouzbékistan. L'équipe avait choisi de faire la China Cup en mars, disons pour faire de l'argent, parce que c'était une coupe qui rapportait beaucoup. Alors ça faisait le déplacement au mois de mars, c'était pas très pratique, mais voilà, de se focaliser sur l'aspect gagner de l'argent à ce moment-là. Et par contre, de bien prévoir peu de matchs amicaux au mois de juin, parce que l'effectif se connaît par cœur, de bien pouvoir s'entraîner pendant 3 semaines, un mois, ensemble,
en groupe, de bien pouvoir se préparer et d'avoir juste un match amical qui n'était pas tellement pour apporter de l'argent parce qu'il n'a pas dû en rapporter tant que ça, les places étaient très abordables, au Centenario, c'est-à-dire au stade local, contrairement par exemple aux Brésiliens qui n'ont pas joué, il me semble, au Brésil. Ben là, les Uruguayens ont dit au revoir entre guillemets à leur peuple au Centenario et ils ont battu l'Ouzbékistan 3-0, mais le score était complètement anecdotique. C'était surtout pour faire une revue d'effectifs et de pouvoir dire au revoir au Centenario, à ce monument à Montevideo. Très bien. Et du côté de la presse, du côté de l'Uruguay, on peut même parler de la presse, mais aussi des Uruguayens, comment on ressent cette ouverture de la compétition? Eh ben, beaucoup d'envie que ça commence, parce que ça commençait en effet à faire un petit peu long depuis que la phase de préparation a commencé, depuis environ le 20 mai quand les joueurs ont commencé à se regrouper. Tout le monde pense, c'est la difficulté de ce groupe, c'est qu'il est facile a priori, sauf que les Uruguayens ont aussi suffisamment d'expérience pour savoir que les a priori ne se retrouvent pas toujours sur le terrain, comme ça avait pu être le cas il y a 4 ans avec ce groupe de la mort, avec l'Angleterre et l'Italie, qui ne s'étaient au final pas qualifiés. Donc vraiment une envie d'en découdre, entre guillemets. Et justement, ça commence demain et ce sera bien parce que parmi les sujets dont on discute beaucoup aussi, c'est l'absence de Mohamed Salah qui était prévu au départ. Parce que pendant longtemps, on a dit, et tous les chirurgiens du pays sont intervenus pour dire que Mohamed Salah pourrait pas être là, qu'il aurait trop de délais de récupération. Finalement, apparemment, Mohamed Salah sera là. Donc c'était l'autre gros sujet de conversation. Et donc on va pouvoir voir tout ça sous 24 heures maintenant, au coup d'envoi du match. Très bien, et écoute Jérôme, on te retrouve demain pour le débrief de cet Uruguay-Égypte, et on se retrouve également d'ailleurs de nouveau dans la partie envoyé spécial, dans la partie du côté, pour suivre une nouvelle aventure de Jérôme au pays des Soviets, pour voir un petit peu quelle était l'ambiance autour du stade lors de cet Uruguay-Égypte. Merci beaucoup Jérôme. Merci à toi, bonne soirée. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette première de l'autre Coupe du Monde. N'oubliez pas de venir nous solliciter sur les réseaux sociaux et quant à moi, je vous dis à demain pour une nouvelle journée de ce mondial russe. Salut les amis!